Et bonjour. C'est rigolo, hein? Je trouve ça rigolo. Bah. Bonjour à tous, en direct pour cette deuxième vidéo de l'antre de la geisha, qui est juste derrière moi. Alors j'aurais aimé faire quelque chose plus en extérieur, mais avec le temps de dingue qu'il y a eu sûrement chez vous aussi, donc tempête, pluie, il faut en revenir à de plus modestes ambitions sur le décor. Alors, un menu un petit peu copieux aujourd'hui. D'abord des nouvelles un peu de la geisha, il y a deux trois trucs à dire, hein, assez intéressants. Les potins du MotoGP, il y en a, qui sont pas mal non plus, assez gratinés. Et puis je ferai un petit retour sur les 8 heures moins 5 heures, plus, hein, c'est comme ça qu'il faudrait dire, de Sepang en Malaisie, où ça a été quelque chose d'assez particulier. Évidemment, derrière moi, vous l'avez reconnu. Alors tiens, ce qu'on va essayer de faire, je vous embarque avec moi. Hop. Ok, on y va. Vous allez faire comme si vous montiez à bord. C'est génial. Avec moi. Hop là. Ouais. Bon. Je sais pas ce que ça donne de là où vous êtes, mais alors. Vous êtes à bord. Sympa, non? Bref. Allez, je redescends. On se remet en position. Ok. Bon. Je disais. Là. Donc, la geisha. Donc, vous savez que quand elle est revenue des ateliers du CMS, un petit peu survitaminée, il fallait qu'il y ait un petit temps de rodage. Alors, évidemment, quelque chose qui n'a rien à voir avec le rodage d'une moto neuve, mais il fallait comme ça faire quelques dizaines de kilomètres pour que tout se remette en place tranquillement, pour vérifier que ça tournait rond, etc. Bon, alors c'est le cas. On n'a pas trop forcé, hein, mais je peux vous dire qu'il y a du monde, hein, et ça demande qu'à sortir. Donc, c'est de bon augure pour l'avenir. Et j'espère bien pouvoir, dès la prochaine sortie, commencer à titiller un petit peu le chrono. Alors, au moment où je vous parle, je ne sais ni où ni quand ça sera. Moi, je suis pas mal occupé l'hiver, hein, donc dans ma station de ski. Donc, je ne peux pas trop anticiper, je ne peux pas trop prévoir. Je ferai au coup par coup en fonction des opportunités qui se présenteront. Je suis trop chaud là. Ensuite, les potins. Les potins, et il y en a en ce moment avec le MotoGP. Alors, normalement, à cette époque, le MotoGP, il est plutôt en sommeil, hein, puisque c'est la trêve, c'est la période hivernale. Mais notre bon vieux Yannone a fait en sorte que les feux de l'actualité continuent à éclairer le MotoGP. Ah, Yannone, le bad boy du MotoGP. Alors, j'avoue que le côté bad boy, moi, j'aime bien. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup d'athlètes sont plutôt aseptisés dans beaucoup de sports. Et c'est vrai que Yannone, lui, il détonne un peu. Et ça, pour détonner, vous allez voir qu'apparemment, ouais, il détonne bien, hein. Donc voilà, moi c'est un gars pour lequel j'ai plutôt de la sympathie. Bon, des fois il fait n'importe quoi, des fois il a vraiment pas de rythme. Par contre, c'est quelqu'un qui sait aller vite, qui l'a prouvé. Il a déjà gagné un MotoGP chez les Rouges. Il a fait, en particulier à Phillip Island, je crois, une très belle course. Donc faut pas l'enterrer non plus. Le Joe, le maniaque. Alors, que se passe-t-il? Aux toutes dernières nouvelles, la sanction officielle, enfin l'information officielle est enfin arrivée. Puisque je signale quand même que Yannone était en train de brûler sur la place publique, pardon, alors que rien d'officiel ne lui était parvenu. C'est maintenant chose faite. Et donc il a été apparemment pris par la patrouille à propos d'un stéroïde anabolisant qui s'appelle le drostanolone. Voilà. Donc ça, c'était à Sepang sur l'avant-dernière manche du championnat. Et maintenant, la procédure va pouvoir se mettre en route, c'est-à-dire qu'il va vraisemblablement faire appel enfin, à une contre-expertise, hein, c'est-à-dire l'échantillon B sera testé. Si l'échantillon B est négatif, tout s'arrête, on retourne à la case départ, il est blanchi, il n'y a pas de souci. Si d'aventure l'échantillon B confirme l'analyse de l'échantillon A, alors là c'est un peu moins bon et c'est le début d'une autre procédure assez lourde celle-là, et qui pourrait à terme déboucher en ce qui le concerne à une suspension qui pourrait aller jusqu'à 2 ans. Donc c'est pas cool. Lui, de son côté, peut en appeler à différentes juridictions d'appel. Ça peut aller jusqu'au TAS, le tribunal arbitral du sport. Mais je crois que à court terme, là, c'est-à-dire le 7 janvier, on connaîtra les résultats de la contre-expertise. Donc, wait and see. Alors, comme si ça suffisait pas, il y a le petit Redding que j'aime bien aussi, un autre bad boy celui-là, qui est allé de sa petite remarque et qui a lâché une petite phrase qui, je pense,
aura laissé quelques traces dans mon petit monde, dans le microcosme du MotoGP. Il a dit, ouais, ben, en gros, hein, que si les contrôles étaient plus systématiques et s'ils s'étendaient à un plus grand nombre de pilotes, on pourrait avoir des surprises. Alors c'est un propos un peu sibyllin qui laisse planer beaucoup de doutes, il y a beaucoup d'implicites là-dedans. À nous de voir ce que ça signifie, qu'est-ce qui se cache derrière cette phrase. Voilà, donc dans tous les cas, c'est pas une publicité géniale pour le MotoGP qui est plutôt épargné par tous ces problèmes, hein, faut le reconnaître, contrairement à d'autres sports. Pour autant, c'est un sport de haut niveau qui commence quand même à être médiatisé et forcément, ça induit parfois des comportements qui sont à la limite et même au-delà de la ligne jaune. Bon, donc ensuite, oui, les potins, je continue sur Lorenzo. Alors, Lorenzo, on a vu, il a beaucoup publié sur son Instagram, dans des décors un peu idylliques, il devait être à Bali, je crois, dans le sud-est asiatique en tout cas, et donc dans des endroits assez paradisiaques, il avait l'air très cool, très souriant, et lui aussi laisse entendre que ben, il pourrait un peu revenir, on pourrait le revoir d'ici peu, alors court, moyen terme, dans le monde du MotoGP. Et la rumeur laisserait planer que ça serait en tant que pilote d'essai. Alors, vous avez pu constater cette évolution depuis plusieurs saisons. Tous les teams se doivent d'avoir un pilote d'essai, un pilote test performant, c'est-à-dire qui est capable d'avoir un rythme suffisant pour pouvoir tester et développer du matériel. Et il faut que ce soit des gars qui, quand ils s'alignent sur un week-end MotoGP, ils figurent honorablement. Alors c'est le cas chez Ducati, bon, il y a eu vraiment le prestigieux Casey Stoner, bien sûr. Beaucoup moins médiatique, mais non moins efficace à mon avis. Il y a Pirot qui fait un énorme travail de développement chez Ducati. Et chaque fois qu'il fait une wildcard, bon, il est loin d'être ridicule. On a notre Gento national chez Suzuki, et on a vu les progrès de cette moto. Bradle, qui est pas non plus une pince quand même, bosse aussi chez Honda. Et chez Yam, bah, chez Yam, c'est un petit peu l'incertitude. Alors, vous allez me dire, il y a Jonas Folger. Oui, Folger. Ouais, mais ce garçon, il a l'air quand même habité par un certain nombre de problèmes psychologico, médicaux, interstellaires, un petit peu là. Ça a l'air d'être compliqué. Donc, je pense que Yamaha en souffre aussi. Et donc, bon, Lorenzo en pilote test chez Yam, ça serait vraiment le must, je crois. Donc, pour le moment, ce ne sont que des supputations, des rumeurs. Voilà. Wait and see, là aussi, ce qui est certain, c'est que moi, au-delà de la personnalité du bonhomme, qui n'est pas unanimement appréciée, je le sais, moi, c'est dommage qu'il soit parti du MotoGP, c'est un pilote exceptionnel. Quand tout était en place, il était quasiment imbattable. Et même Marc Marquez, pardon, aurait eu du fil à retordre si Lorenzo avait continué à être très performant. Je regrette d'ailleurs, moi, qu'il ne soit pas resté chez Ducati. Je pense que c'est un choix stratégique, enfin une erreur stratégique majeure chez eux, d'avoir trop tôt dans la saison décidé de son départ, parce qu'il avait fini par trouver le mode d'emploi de la Ducat, et puis ça commençait à envoyer du très très gros. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai vu aussi très récemment? Oui, Lynn Jarvis qui parle de Vignales. Alors c'est vrai que Vignales, c'est le seul pilote Yam qui a gagné pendant ces 2 dernières saisons. Et que chez Yam, on voudrait bien le garder. Et que Maverick Vignales, de son côté, laisse entendre qu'il pourrait être séduit, ou en tout cas il prête une oreille quand même à différentes propositions qui pourraient venir de différentes écuries. Alors là aussi, on a entendu parler de Ducati, il y a Suzuki aussi. Bref, moi, ce qui me gêne dans tout ça, c'est que 2020 n'a pas commencé, on parle déjà du casting 2021. Et je trouve ça très dommage. Et je crois que ça déstabilise un peu, ça fausse un peu le jeu. Donc tout ça est assez regrettable. Voilà. Petit retour aussi sur Sepang, comme je l'ai annoncé. Bon, Sepang, ça a été assez particulier. J'ai déjà eu l'occasion de le dire. Donc, faire des milliers de kilomètres, presque des dizaines de milliers de kilomètres, pardon, des dizaines de milliers de kilomètres, pour aller faire une course qui, là aussi, est tronquée. Ça doit pas être terrible quand même à gérer, surtout pour les teams amateurs, pour lesquels évidemment l'effort a été d'autant plus important. Je pense que les gros teams qui roulent devant, eux, c'est pas tellement un problème en termes de logistique, financier, etc. C'est pas un souci. Par contre, effectivement, même si la Fédé a aidé les teams amateurs à se rendre là-bas, je pense que beaucoup auraient rêvé mieux. Et il y a certains copains qui se sont exprimés et qui effectivement ont été plutôt déçus. Course ramenée à moins de 3 heures, 2h40 et quelques, je crois. Alors il y a quand même une particularité. Ça m'a surpris, moi, au début.
Mais certains teams, et non des moindres, puisque je parle là du vainqueur, en l'occurrence le Yacht, n'ont fait rouler qu'un seul pilote. Donc Canepa, il a gagné à lui tout seul. Donc on parle bien de course d'endurance, donc ça c'est pareil, c'est assez étonnant. Alors on comprend la logique de faire doubler les relais à des pilotes dans des conditions comme ça, parce que effectivement, le pilote qui vient de rouler, il connaît parfaitement les conditions de piste, il connaît aussi son évolution, donc je pense que c'est un bon choix de le faire repartir. Il n'a pas les 4, 5 ou 6 tours nécessaires à son acclimatation, il peut tout de suite rouler de nouveau dans des bons chronos. Par contre, de là à le voir faire la course tout seul, c'était quelque chose d'assez particulier. Après, c'est pas le seul, hein. Je crois que la Honda qui fait 2, c'est pareil. Et je me demande si la Suisse, la 71, ça n'a pas été le cas non plus. Là où court Grégory Leplan. Voilà. Bon, c'était un petit tour de l'actualité. Bon, prochainement, je vous parlerai un peu de ma prépa physique, hein, puisque j'accuse un certain âge, donc moi, je me dois d'être vraiment en forme physiquement pour pouvoir continuer à progresser, à me faire plaisir et à pas trop subir. Donc, on en dira un petit mot. Et puis voilà pour aujourd'hui. Une petite pensée aussi, encore une fois, pour ceux qui auraient pu être touchés, en particulier cette nuit par la tempête. J'ai déjà vu passer quelques petites publications un peu alarmantes. Là, c'est quand même assez dingue, ce climat qui devient un peu fou. Voilà. N'oubliez pas que les seules limites, c'est vous qui vous les fixez. On est ici que de passage, donc à bloc.